juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec un champion du monde Ironman. Attention, Age Group, il va nous préciser ça, mais champion du monde Ironman tout de même. En 2023, je suis très heureux d'échanger avec Pierre Stiermans. Salut Pierre. Salut Armano, merci de m'accueillir sur le podcast. C'est un plaisir. Tu me disais que tu avais déjà écouté des épisodes du podcast, donc ça... Allez, petite question comme ça à l'improviste. Qu'est-ce que tu retiens des épisodes ou des derniers épisodes que tu as entendus ? Ouais, j'en ai déjà écouté pas mal. Je pense que j'ai découvert ton podcast il y a une grosse année. Et ouais, dans un premier temps, on écoute un petit peu les personnes connues dans le monde du triathlon. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que tous les triathlètes sont hyper accessibles et hésitent pas à déballer un petit peu leur vie et leur quotidien de triathlète. Du coup, non, c'est sympa ouais, de s'imprégner de tout ça et de voir comment ça se passe le quotidien de chacun. Et bon, après, dans les podcasts, on a plein de petits tips d'entraînement, d'alimentation, voilà. Après, il y a aussi pas mal de mecs assez rigolos. Du coup, ça permet de passer des footings très, très cool et ça fait passer le temps quand t'as une séance un petit peu longue. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans les gars marrants, tu penses peut-être à Victor Henry dont on parlait en off. Ouais. Je me suis bien marré en faisant l'épisode avec lui. Ouais, je le connais un petit peu sur certaines courses, on s'est déjà croisés et ouais, il est très très fort et il se prend pas la tête et est toujours à déconner. Donc ouais, ça m'a fait plaisir d'écouter son podcast. J'ai passé un bon moment. Vous vous êtes croisés dans le sens, il est passé comme une fusée à côté de toi ou? Ouais, on a fait la première fois qu'on a couru ensemble, c'était le triathlon de Belfort en 2022, il me semble. Et bon, il gagne et je termine deuxième et sans trop l'avoir vu durant la course. Et il était venu tu voyais que quand il y avait les croisements de boucles en course à pied. Ouais, je crois que je l'ai même pas vu. C'est des grandes boucles, du coup on s'était pas trop croisés, mais non, il était venu m'encourager aussi au triathlon du Jura cet été. On avait discuté un petit peu. Très cool Victor. Il était venu tout seul ou avec son chat? Ah, et il était venu tout seul, ouais. Il y a une grande histoire d'amour avec son chat, je sais, mais il était venu tout seul. Bon écoute, allez, aujourd'hui, soyons sérieux, on est là pour parler de toi. Ce que je te propose, comme je fais avec tous les invités, c'est te laisser te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Pierre Stiermans? Alors, Pierre Stiermans, c'est un infirmier avant tout de 30 ans. J'habite dans le nord, du coup, dans la métropole lilloise. Et ma passion, du coup, c'est le triathlon, le longue distance plutôt, du coup, que je pratique depuis 2019. Et je suis licencié donc à Alu1 Triathlon, c'est un petit club de 70 licenciés dans le nord de la France. Tu pratiques depuis 2019, mais c'est tout récent en fait. T'es un bébé triathlète. Ouais, bon, c'est ça, un petit bébé triathlète. Ouais, j'ai commencé tard. Bon, ça fait déjà 5 ans maintenant, mais le temps passe vite, mais c'est vrai que j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. J'ai toujours baigné dans le sport, dans mon éducation. Mon père mettait beaucoup d'importance à ce que je fasse du sport en fait. J'aimais pas trop les sports individuels à ce moment-là. Je trouvais pas vraiment du plaisir à aller courir. Si je courais pas après un ballon, pour moi ça servait à rien. Donc j'ai fait. Il va te dire le mot interdit dans ce podcast. Attention, tu as pratiqué quoi? Non, j'ai pas fait. Non, j'ai testé le mot interdit. J'ai testé le foot, un an ou deux peut-être, et j'ai arrêté. Non, j'aimais pas. Par contre, j'ai fait du basket. Je suis pas très grand, mais j'ai fait du basket. J'ai beaucoup aimé et j'ai fait une 15aine d'années de basket. Et en fait, ensuite, je suis parti vivre en Haute-Savoie 3 ans. Et en Haute-Savoie, je me suis blessé. J'ai fait une double entorse grave de la cheville au basket. Et quand j'ai commencé ma rééducation avec le kiné, il m'a dit que le seul sport que je pouvais reprendre, c'était la course à pied. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis mis à courir un petit peu dans un premier temps à but de rééducation. Et ensuite, avec un copain, on s'est mis des objectifs. Donc, semi-marathon, donc on a fait notre semi, après on s'est mis un objectif de marathon,
Et on a commencé à augmenter les distances comme ça. J'y ai pris vraiment goût à ce processus d'entraînement, de progression, de mettre un objectif assez moyen ou long terme et de s'entraîner là en hiver pour atteindre un objectif qui a lieu quelques mois après. Après, j'ai fait du trail. Vu que j'étais en Haute-Savoie, c'était le lieu très adéquat. Et quand je suis revenu dans le Nord... Tu parlais de Haute-Savoie, j'allais dire... Mais non, mais c'est un sacrilège de faire du basket en Haute-Savoie. Ah ouais, non. C'est du trail, quoi. J'ai vite abandonné le basket, du coup, et ouais, je me suis mis au trail. Et après, quand je suis rentré dans le Nord, il y avait plus de montagnes pour aller crapahuter. Oh, c'est pas vrai, il y a des dunes, puis il y a des terrils. Ah ouais, j'ai essayé. J'ai commencé le trail dans le Nord avec le trail de la Côte d'Opale où il y a des dunes et des petits monts, mais bon, c'est pas le même plaisir et le même trip que des vraies montagnes dans les Alpes, quoi. Donc c'est là où il y a un copain qui m'a dit je me suis inscrit à l'Ironman de Nice. Et pour la petite histoire, j'avais une fois dit à mon père je ferai un jour un Ironman pour toi. Quand je serai plus grand, parce que c'était lui il faisait du triathlon un peu quand il était jeune aussi, il voulait faire un Ironman. Ensuite il a eu une maladie assez grave qui l'a handicapé et du coup il a jamais pu faire ça et je lui ai dit un jour je ferai ça pour toi et du coup quelques années plus tard quand mon pote il m'a dit je suis inscrit à l'Ironman de Nice, t'es chaud, j'ai quand même regardé les distances, je me suis dit waouh, ah ouais quand même. J'ai pas nagé depuis le collège. Le vélo, j'ai eu un vélo il y a 1 an. Course à pied, ça fait 3 ans que je cours. Ouais, il y a du boulot, mais allez, je vais le faire pour mon père. Et du coup, je me suis inscrit. Et là, c'était parti pour l'aventure du triathlon longue distance. Et alors attends, donc 2019, tu commences le triathlon. Ouais. Et ton premier Ironman à Nice 2019 du coup. J'ai commencé, on va dire, la prépa. Je me suis inscrit à l'Ironman de Nice, ça devait être fin 2018 du coup, et j'ai commencé à m'entraîner fin 2018, mais j'avais jamais fait de triathlon. Et j'étais à un niveau amateur et je savais pas où j'allais. Hein. Moi, je commençais le triathlon juste pour le challenge et le défi de comme certains maintenant. Avant, c'était la mode du marathon. Maintenant, c'est un peu la mode de finir un Ironman. Moi, j'étais dans ce cadre-là de vouloir juste finir un Ironman et ça aurait pas été plus loin derrière. Et ouais, je commence à en avoir marre des profils comme le tien. Allez, c'est bon, on arrête. Parce que moi, j'ai fait 20 ans de triathlon et j'ai jamais monté sur un podium en Ironman. Et l'autre, il arrive 5 ans après. Yallah. Non, c'est pas possible, Pierre. C'est pas possible. Il va falloir que tu nous partages comment est-ce que c'est possible, justement. Il y a eu beaucoup de travail entre deux. Hein, du coup, après, je disais la première année de triathlon, c'était complètement amateur. Hein. J'ai commencé comme beaucoup avec un vélo d'une grande enseigne française que je ne citerai pas. Mais... Tu peux citer, hein, si tu veux, tu peux les citer. Hein. Van Rysel, anciennement, c'était un between, du coup, un petit between, et j'ai fait l'Ironman de Nice avec un between, donc à essayer d'apprendre à nager. Je savais nager, mais essayer d'avoir une technique de nage assez correcte, on va dire, on sait que c'est le plus compliqué quand on commence le triathlon. Et j'avais un petit bagage déjà de 3 ans de course à pied, donc on va dire que je savais un petit peu courir déjà, mais donc ma première année, Nice, je fais, je pense 7e de catégorie en 2019. C'était l'année où les distances avaient été diminuées pour pollution et forte chaleur. Du coup, on avait 30 km de course à pied et 150, je crois, de vélo. Donc, en même temps, les distances avaient été diminuées, mais c'était pas pour rien. Tu l'as rappelé, c'était la canicule. Moi, cette année-là, je me souviens très bien, j'étais à Francfort, qui était le même week-end, mais j'accompagnais un copain qui allait à Francfort. C'était diminué pour une bonne raison, quoi. Donc heureusement, c'était pas plus facile, en fait. C'était horrible. Je me rappelle voir des mecs à 4 pattes devant les arroseurs de palmiers automatiques là, s'hydrater. C'était n'importe quoi. Et je termine dans un état pas trop mal et je le dédie à mon père. C'était la finalité de ça. Et au final, après derrière, je me dis 7e de catégorie. Je crois que j'avais fait top 40 ou top 50 au scratch avec quelques pros, donc je me dis c'est pas trop mal, t'es pas sur 2500, t'es pas si mal, ça peut valoir le coup de continuer. Et puis j'avais quand même bien kiffé mon année de préparation, donc après c'était parti. C'est là où j'ai commencé à démarcher un peu au culot parce que on sait que c'est un sport qui coûte cher.
Et moi, en tant qu'infirmier, j'ai pas non plus un salaire énorme pour me payer des beaux vélos tous les ans. Et donc j'ai démarché et ouais, j'ai eu la chance sans avoir forcément de palmarès dans le triathlon, j'ai eu la chance d'avoir un petit partenariat avec Cube, la marque de vélo. Et là, j'ai commencé à recevoir donc un beau vélo de route et j'ai découvert le vélo de contre-la-montre. Et là, c'était incroyable. Là, je pense je l'ai reçu en janvier et j'ai été faire ma sortie en janvier dans le froid, dans le nord, mais juste pour tester cette vitesse sur contre-la-montre. Et ouais, j'étais novice et je savais rien du triathlon, mais ça a commencé à prendre forme. Après, il y a eu le 2020 où il y a eu l'année de Covid, du coup, où j'ai eu beaucoup de travail. Moi, j'étais pas confiné à la maison. Mais... Ouais, donc on le rappelle, t'es infirmier, donc forcément t'as bossé. Ouais, j'ai bossé. À ce moment-là, j'étais en service de chirurgie avant que le Covid commence et on a arrêté d'opérer. Enfin, en tout cas, les opérations programmées qui étaient pas urgentes, on continue à opérer tout ce qui est cancer, tout ça, parce que voilà, ça peut pas attendre. Mais tout ce qui était pas urgent, c'était déprogrammé et on a été du coup déployé dans d'autres services. Là où il y avait besoin d'aide, donc en réanimation. Moi, j'étais aux urgences, du coup, pendant quelques mois. Et ça m'a servi parce que j'ai rencontré ma future femme aux urgences. Donc voilà, il y en a pour qui ça a été bénéfique, on va dire. Donc, qui était malade ou qui était elle aussi employée aux urgences? Non, elle travaillait aussi, du coup, aux urgences à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu cette année de Covid où il n'y a pas eu trop de compétition. J'ai fait le Ventoux-Man en fin d'année quand ça a repris. Je me rappelle, c'était horrible comme course parce qu'il y avait plu et tout. Enfin, il faisait 3 degrés en haut du Ventoux, c'était horrible. Oh, mais ça, t'as l'habitude dans le Nord. Non, j'arrive. Ouais. Si, j'ai l'habitude, mais dans le Nord, je m'entraîne pas en petite trifonction. Du coup, ouais, là, il faisait bien froid quand même ce jour-là. Enfin bref, et du coup 2021 c'était un peu l'année où je me suis encore plus investi, où j'ai commencé à avoir quelques résultats. Je me rappelle la première course de reprise, c'était les championnats du monde à Cannes, les championnats du monde, les championnats de France longue distance à Cannes-sur-Mer, le Tri-Game, où il y avait une grosse start list de pros et d'athlètes de très haut niveau amateurs. Il y avait Sam Laidlaw, Clément Mignon, Théo Debar, Thomas Navarro, enfin tout ça. Je connais pas. Tu connais? Non. Des petits athlètes qui marchent bien. Donc voilà, j'y allais juste pour faire une course de reprise et je crois que je fais un top 20 parmi tout ça. Donc je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Bon, je finis pas à quelques minutes, mais plusieurs minutes derrière, c'était Clément Mignon, je crois, qui avait gagné ce jour-là. Et je me dis, allez, il y a moyen de faire des trucs et en amateur d'aller chercher des podiums par-ci par-là. Et ouais, j'ai commencé cette année-là du coup à faire des podiums à Belfort. J'ai même fait des podiums sur des M régionaux. Donc ça commençait à prendre forme. Et fin d'année 2021, du coup ça avait été décalé en septembre, l'Ironman de Nice. J'avais enchaîné avec le report de Dossard, j'avais fait Vichy en août et 3 semaines plus tard l'Ironman de Nice. Et du coup j'ai fait une course pas trop mal et j'ai fait 3e de KT, je crois, du coup, catégorie, en 25-29. Et j'ai eu du coup un slot pour Hawaï 2022 du coup. Et donc après l'année 2022, ça s'est articulé autour d'Hawaï. Je m'étais programmé quand même un Ironman à faire avant Hawaï, donc j'ai fait Francfort. C'était début juillet où je fais 7e au scratch. Il n'y avait pas de pro, c'était 7e scratch amateur et 3e de catégorie. Ah, j'ai oublié de dire, entre deux il y a une blessure, c'est ça aussi. Ah bon, quand même, sinon ce serait trop facile. Non, Francfort c'était 2023 en fait, j'ai dit n'importe quoi. Non, du coup 2021 je me qualifie à Nice pour Hawaï 2022 et 2022 grosse saison, je fais pas mal de podiums et tout. Et dernière course de préparation, c'est à Menin en Belgique, donc en août, 2 mois avant Hawaï. La course organisée par Fred Van Lierde, ancien champion du monde, c'est ça. Et détenteur de tous les titres à Nice. Ça. Très très belle organisation. D'ailleurs cette année ils ont fait support des championnats d'Europe à Menin, donc bonne organisation. Franchement, on voit que c'est Frédéric Van Lierde qui est derrière ça parce que nickel.
Et ouais, j'ai pas eu de chance, c'est que sur le vélo, du coup, sur les prolongateurs, j'ai esquivé un trou dans la route au dernier moment et ma roue arrière, elle s'est explosée en fait dans le nid de poule. J'ai perdu le contrôle du vélo sur les prolongateurs. Pas eu assez le temps de mettre les mains sur les freins. Et du coup, en fait, j'ai été tapé dans les gros plots de l'organisation. Et ma roue, elle s'est collée au frein. Et bah, t'imagines faire un frein avant à 45 km/h. Bah, tu fais le plus beau soleil que tu peux, hein. Donc ouais, je me suis envolé et j'ai atterri sur le dos, en fait. Enfin, le bas du dos, heureusement. Si c'était un peu plus haut, ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais... Du coup, je tombe et ouais, là, je sais tout de suite, avec les douleurs et tout, je sais qu'il y a un truc de cassé, mais je sais pas quoi. Donc, sur le coup, tu te retrouves par terre et ouais, est-ce que c'est des vertèbres? Est-ce que j'arrive encore à bouger les jambes? Ouais, tu flippes quand même. Après, bah. Ouais, surtout que t'es infirmier, donc. Ah ouais, bah, tu t'imagines beaucoup de choses. Le pire. Ouais, le pire et ouais, tu sais que il y a eu de la casse, quoi. Donc. Et je suis resté quand même. J'ai eu de la chance, c'est que ça arrive pas. C'est pas arrivé à l'autre bout du parcours en pleine campagne. Ça arrivait vraiment dans le retour en ville où il y avait du monde. Et j'ai quand même. Ça arrivait devant ma copine et ma famille, donc eux, ils étaient un peu choqués sur le coup. Et ma copine, bah, elle a vu qu'elle travaille. Ouais, c'est ça. Vu qu'elle travaille là-dedans, elle a quand même suggéré le truc tout de suite et vraiment bien comme il fallait. Et après, il y a eu les secours qui sont arrivés et j'ai été transporté dans un centre de traumatologie. Pour avoir un body scan, donc un scanner du corps entier. Et là, bah, je savais, déjà, j'avais les larmes aux yeux pour Hawaï, tout l'investissement que j'avais mis pendant un an. Je me disais, bah, ça servira à rien. Enfin, Hawaï, c'est foutu, c'est sûr. Et au final, le médecin, il arrive, il me dit trauma crânien, fracture du bassin, et un petit bout de vertèbre aussi qui était cassé, et une déchirure de l'iliopsoas. Et là, bah, c'est le seul moment où je me suis autorisé à tout relâcher. Enfin, je me suis mis, avec ma copine, on s'est mis à pleurer dans le box des urgences. Elle était encore plus triste de pas aller à Hawaï pour moi. Enfin, c'était quand même devenu un de mes rêves depuis, du coup. Et là, le médecin, il t'annonce combien de temps? Et le médecin, il m'annonce 8 semaines sans rien. Enfin, 8 semaines, pas d'immobilisation, mais 8 semaines d'inactivité. Et le plus alité possible. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que c'était pas une fracture nette du bassin avec une articulation de toucher. Donc j'avais pas besoin d'être alité pendant des mois et des mois. C'était juste écouter les douleurs et c'était de la consolidation. Donc en fait j'avais les crêtes iliaques, donc les deux os qu'on sent derrière les hanches, qui étaient en morceaux. Mais il fallait juste, entre guillemets, que ça se reconsolide de tout seul et que ça devait prendre au moins 8 semaines. 8 semaines que je n'ai pas respectées, évidemment. On en reparlera dans quelques années. Ouais, non, mais après, voilà, fallait écouter les douleurs. Je me suis quand même écouté, mais bon, au bout de, je crois que c'était même pas 20 jours, j'ai eu un rendez-vous avec le chirurgien orthopédiste et il voyait que j'étais pas quelqu'un qui voulait rester dans un lit toute la journée et que j'avais besoin d'endorphines et de reprendre une petite activité, parce que faire du déambulateur pendant 3 semaines, c'est long. C'est long. Et s'asseoir pour manger avec sa petite bouée sous les fesses, c'est pas rigolo. Enfin bref. Et du coup, il m'a dit, bon allez, je t'autorise à remonter sur ton home trainer et à juste tourner les jambes. Tu mets 0 watts, enfin 10 watts et tu fais des tours. Et au bout de 18 jours, je crois, j'étais sur le home trainer avec un méga hématome dans le dos. Mais bon, j'étais déjà sur la pente, l'autre pente ascendante du coup pour revenir au meilleur niveau. Et à ce moment-là, oui, je savais pas si j'allais pouvoir revenir à mon niveau que j'avais avant la chute. Et c'était tout le défi de déjà me reconstruire physiquement, psychologiquement aussi, de savoir si j'allais être remotivé déjà savoir si j'allais pouvoir remonter sur un vélo, si j'allais pas avoir d'appréhension quand j'allais refaire des courses et tout. Ouais, c'était assez long au final. J'ai mis, je crois, 2 mois et demi avant de recourir. 2 mois peut-être, je sais plus. Et après, ça m'a quand même embêté jusqu'au mois de décembre, donc de août à décembre. Et en décembre, c'est là où j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté pour
pour revenir en 2023 le plus fort possible. Et j'ai commencé à travailler du coup avec mon coach Jérémy. Et c'est là où je l'ai contacté et on a commencé à travailler ensemble en fait. Ouais, parce que donc on l'aura compris, hein, Hawaï du coup passé à la trappe. Ouais. Est-ce que tu as conservé ton slot pour l'année d'après? Alors du coup, ouais, c'était un peu le boost de motivation, c'est que moi, je me disais, oh, je vais devoir me requalifier et tout. Enfin, c'est un peu la politique d'Ironman, c'est toujours assez compliqué. Et voilà. Et du coup, ma copine, elle a envoyé dans mon dos un petit mail à Ironman, voilà, avec les certificats médicaux, les radios. Dans ton dos, c'était ouais. Dans mon dos, ouais. Ça, c'était la bonne expression. Voilà. Vas-y, avec tes hématomes. Exactement. Okay. Et ouais, quand je reçois le mail de la part d'Ironman qui me disent exceptionnellement vous êtes on vous donne le slot, on reporte votre slot à 2023 compte tenu des circonstances. Donc ouais, déjà là ça m'avait mis je savais, j'avais déjà l'objectif 2023, j'avais déjà l'objectif de me relever le plus vite possible et voilà, à ce moment-là c'était encore Hawaï en 2023. On n'avait pas encore le changement avec Nice. Mais ouais, du coup, c'était un petit boost de motivation qui m'a permis de me relever plus vite, je pense. Et du coup, ouais, j'ai eu mon slot pour 2023 comme ça. Après, je voulais quand même, du coup, je disais faire un Ironman avant pour déjà me remettre la distance dans les jambes et aussi me prouver que j'étais quand même légitime à ce slot. Donc, c'est là où, en 2023, j'ai fait Francfort, où je fais podium de catégorie et voilà, j'aurais pris le slot à ce moment-là si je l'avais pas déjà. Mais donc Ironman a bien fait de reporter ton slot. Tu l'avais pas volé, on va dire. Ouais, moi je l'avais pas volé. Après, ça aurait pu faire des histoires si jamais. Je comprends que ça aurait pu faire jaser, qu'on m'ait reporté le slot. Après, c'est pour ça que j'ai fait Francfort et voilà, validé à Francfort. Puis c'est tout. Je te propose qu'on revienne un petit peu sur le tout début, parce que je t'ai laissé parler. Ouais, j'ai parlé beaucoup, désolé. Okay. Déjà, tes débuts dans le sport. Tu as fait pas mal de basket, 15 ans de basket. Oui. Qu'est-ce qui fait que quand tu faisais du basket, tu n'avais pas forcément envie de faire un autre sport? Est-ce que tu étais dans un gros club, tu faisais des grosses compétitions, tu rêvais d'aller faire un tour en NBA? Enfin, qu'est-ce qui faisait que quand tu faisais du basket, tu n'avais pas envie de t'intéresser à d'autres sports, et notamment la course à pied, le vélo, la natation? Moi, dans le basket, ce qui me plaisait avant tout, c'est ce côté collectif où voilà, on partage quand même avec les copains. On a ce côté aussi victoire et défaite tous ensemble. Donc je me cachais aussi peut-être derrière le fait que on a perdu, c'est peut-être pas de ma faute. Faut savoir qu'à ce moment-là, c'est collectif. Et puis oui, c'était tout ce qui est à l'entraînement, les matchs, mais aussi en dehors, quoi. Il y avait quand même cette ambiance. C'était un club assez familial qu'on faisait monter petit à petit, année par année, et on commençait quand même à avoir un bon niveau. On avait débuté en départemental, on est monté en régional, pré-régional, et maintenant ils sont en national 2, donc c'était quand même une fierté de participer à ça. Et en parallèle, ouais, je faisais au lycée, au collège, au lycée, mon père il me forçait un petit peu à m'inscrire au cross UXL, et c'était le seul moment où je courais, et c'est peut-être pour ça un peu que ça m'a dégoûté d'aller le mercredi après-midi sous la pluie, dans la boue, de courir. Ouais, c'était sympa de courir peut-être, mais je voyais pas trop le plaisir d'aller se mettre des mines dans la boue et terminer frigorifié, tout dégueu, devoir rentrer, laver ses pointes, voilà, c'était... Ça en a stigmatisé beaucoup. En France, le cross du collège, c'est un truc de malade. Ça stigmatise beaucoup de gamins. Et pourtant, je me débrouillais pas mal. J'étais au cross du collège, je l'ai gagné plusieurs fois. Après, au cross UXL, vu que je faisais pas de l'athlétisme, départemental, ça allait. Régional, ça commençait à être un petit peu chaud. J'ai quand même fait les France 2 ou 3 ans. Et voilà, UXL, c'est comme l'UNSS, mais au niveau privé, ouais, c'est ça. Donc c'est le sport scolaire en France, mais pour les établissements privés, là où l'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire. Donc là, c'est pour tous les établissements, mais quand même globalement 90% d'établissements publics.
Ouais. Pour celles et ceux qui ne sont pas français et qui nous écoutent depuis l'étranger, c'était pour recadrer un peu. Donc, ouais, tu fais quand même les France, donc ce qui est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Après, je fais les France, mais je termine, je sais pas combien on était, mais je termine pas dans la première moitié, quoi. Tu vas aux France, donc oui. tu es sélectionné pour aller aux France. Oui, voilà. Il y en a beaucoup qui vont à Hawaï et qui finissent pas sur le podium. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, c'était à mon humble niveau. Et puis je trouvais vraiment pas de plaisir à ce moment-là dans le sport individuel, enfin en tout cas dans la course à pied. Nager, je nageais pas, et vélo, j'allais à vélo à l'école. C'était le seul moment où je faisais du vélo. Donc, Ouais, donc il y avait quand même un petit background d'un triathlète naissant, on va dire. Et puis tu le disais, ton père était déjà triathlète, donc c'était déjà un sport que tu connaissais un petit peu. Je comprends aussi que d'un point de vue basket, tu avais quand même cet esprit de compétition, même si c'était pas de l'individuel mais du collectif. Il y avait quand même cet esprit de jouer, aller vers la victoire avec l'équipe ou à cause de l'équipe tu perdais, hein, on s'entend bien, mais il y avait quand même cet état d'esprit conquérant. Ah oui, bah, j'ai toujours été compétitif dans les sports en tout cas que je pratiquais, et c'est sûr que voilà, je faisais du basket pour m'amuser, mais aussi pour la compétition, hein. Quand j'allais sur un tournoi ou des matchs de championnat, c'était pour gagner avant tout, et j'étais hyper mauvais perdant. Dès qu'on perdait, je pleurais. Quand j'étais gamin, je pleurais parce qu'on avait perdu, et ouais, j'avais la rage d'avoir perdu, mais j'avais pas encore ce recul et cette maturité pour me dire on a perdu, c'est de la faute de tout, enfin il y a pas forcément c'est de la faute de quelqu'un, mais on a perdu, va falloir aller bosser plus à l'entraînement, travailler sur les points faibles, les qualités, et j'avais pas encore ce recul là en me disant en fait voilà, tu perds parce que t'as pas été bon ce jour-là peut-être, mais aussi parce que t'as des lacunes à l'entraînement qu'il faut travailler. Et oui, après il y a les différents entraîneurs dans ma pratique du basket qui m'ont appris plein de choses, et je pense aussi que le basket, ça m'a mis un peu la caisse pour la suite, hein. Tous les allers-retours sur un petit terrain, ça te fait quand même on va dire des bonnes séances de VMA pour plus tard. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a eu quelques triathlètes hommes ou femmes qui viennent d'un sport collectif, souvent d'un sport de ballon, que ce soit le basket, le hand, voire même le foot, et ça forme quand même une caisse, notamment quand c'est pratiqué jeune. Ah oui, bah clairement. Et la proprioception aussi. Aussi, ouais. Donc tu découvres le triathlon, on l'aura compris, c'était presque un coup de foudre quand même si à la base c'était plus le coup de foudre pour le défi d'aller à Nice et de le finir pour ton père. Pas fini n'importe comment quand même. Ah non, bien fini, ouais. Coup de foudre déjà pour la préparation, dans ce processus d'entraînement, et coup de foudre pour peut-être pas coup de foudre quand t'es au 25-30e kilomètre de ton marathon d'Ironman, c'est peut-être pas un coup de foudre. Mais en tout cas, mais tu l'as quand t'es au 42.194, voilà, et passer un pied la ligne, même 42, le pied va arriver. Même 42 quand tu vois la ligne, et oui, si. Enfin, en tout cas, le premier, c'est quand même des émotions particulières que tu retrouves, je pense, pas que dans le sport, mais en tout cas, le sport t'aide à découvrir ces émotions qui sont quand même encore parfois inexplicables, et c'est des émotions que tu retrouves pas à chaque course, pas à chaque finish line, mais quand tu vas les chercher, ouais, tu les as en toi, et ouais, c'est incroyable d'y repenser, ça te fout les petits nœuds à la gorge, et ouais, si, c'est ce qui m'a fait continuer derrière, hein. Je me suis dit, wow, c'est quand même dingue, je veux refaire un Ironman pour ressentir ça, et puis c'est ce que j'ai ressenti encore plus cette année là à Nice en 2023. Ouais, tu vois, c'est pour ça aussi qu'on dit que les sportifs on est des drogués, parce que c'est notre shoot, c'est ce qu'on va chercher. Ah clairement, ouais, je pense. J'aime pas quand les gens te parlent de picorexie, t'es drogué au sport. Mais c'est vrai que c'est une passion, je pense avant tout, mais c'est aussi si on peut considérer ça comme une bonne drogue, à condition non plus de pas mettre sa santé en jeu. Mais après, il vaut mieux faire beaucoup de sport. En faisant quand même attention à son côté social et pas s'isoler que voilà, fumer, picoler. On peut faire du sport et boire quelques bières quand même, mais c'est pour la République. Voilà.
Ouais, tu vois, moi je voyais le côté drogué, pas dans le sens forcément négatif du terme. Effectivement, on peut penser à la bigorexie qui est être intoxiqué au sport, en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je pensais pas à ce côté-là, je pensais plutôt au côté déjà les décharges d'hormones, l'adrénaline, la noradrénaline et les endorphines qui te donnent cette sensation de bien-être. Il y a aussi la sensation de flow que, en général, quand tu la ressens une fois, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied, tu continues parce que c'est un peu ce que tu recherches, un peu clair. Comme celui qui se fait un shoot de drogue et qui plane. Voilà, on ressent ça un peu en course à pied. Et puis grisé par la victoire, grisé par le bien-être de la préparation, la sensation de bien-être, le fait de faire attention à son hygiène alimentaire, à son hygiène de vie de manière générale, qui sont des sensations quand même assez grisantes, assez plaisantes quand tu regardes en arrière et que tu analyses tout ça. Ah, c'est clair qu'il y a cette mémoire corporelle qui nous pousse à continuer ce qu'on fait. Et puis oui, c'est assez chimique, hein, donc notre corps il retient tout ça et oui, on peut dire qu'on est drogué à ça. Et c'est une bonne drogue, je pense. Juste pour la petite anecdote, ce premier Nice, donc 7e de Takaté et 50, top 50 au général, c'est ça ? Ouais, ça doit être un truc comme ça. 7e, il me semble, ça c'est sûr, et top 50, je suis pas sûr, mais c'est pas loin de ça. Et ton pote qui t'avait fixé le défi, lui, il en est où et il faisait quelle tronche quand il passe sa ligne ? Il est un peu plus loin, mais il se débrouille quand même. Il doit faire 11 heures, autour des 11 heures. Donc je sais pas son classement, mais bon, il est content pour moi, il est content pour lui aussi parce que c'est son premier. Donc au final, on a vécu chacun les mêmes émotions, chacun à son niveau. Il n'y a pas eu de... Enfin, en tout cas, ce jour-là, il n'y a pas eu de chambrage sur le classement. Après, plus tard, il y en a eu, mais ce jour-là, c'était voilà, chacun son bonheur. Et puis, c'était trop cool de partager ça. Et comment, justement, on se prépare pour un premier Ironman quand on est néo-triathlète? Alors, ok, avec de la bouteille, 15 ans de basket, du foncier, une capacité sur la VMA, sur la PMA, sur l'anaérobie, ok, mais comment toi, tu te prépares? Tu vas aux entraînements de ton club et puis tu suis les recommandations de ton coach, tu contactes un coach, tu lis beaucoup et tu fais ton plan tout seul. C'était quoi ton truc? Au tout début, la première année, j'avais pas de club. J'ai pris un pass compétition pour m'inscrire à l'Ironman de Nice, déjà. Ah, j'étais novice. Moi, je voulais juste faire un Ironman, je te dis, et c'est tout. Hein. Donc, pas de club, pas de cardio, pas de capteur de puissance. Trifonction quand même ou t'étais en maillot de bain? Trifonction, voilà, une trifonction que je trouvais belle à l'époque et qui est en fait immonde quand je regarde les photos. Ouais, si, après, tu te renseignes sur ce qu'il faut pour une course. Tu cherches sur Internet les listes d'affaires à pas oublier. Donc, tu te mets c'est là que tu découvres que le triathlon, c'est cher. Faut acheter une combi. Faut avoir la montre, je l'avais déjà, mais voilà, les baskets, le vélo, le casque, les gourdes. Et du coup, pour l'entraînement, j'avais fait comment? J'avais trouvé un plan d'entraînement sur Internet. J'avais tapé plan d'entraînement Ironman de Nice en quelques mois, je sais plus. Et ouais, c'est des plans d'entraînement tout faits, donc pas du tout personnalisé, pas du tout adapté à ta pratique, mais voilà, j'avais un truc au moins pour me baser. C'était pas du tout les bonnes choses à faire, mais au moins j'avais quand même une trame. Et les entraînements, c'était tout à la sensation et c'était n'importe quoi. Ouais, c'était pas si n'importe quoi que ça finalement, ou alors t'avais des bonnes sensations ou t'avais des capacités insoupçonnées et t'étais largement en dessous. Ouais, peut-être. Après, je faisais pas non plus n'importe quoi dans le sens où je faisais pas non plus tous mes entraînements à fond et voilà, je faisais quand même beaucoup de volume à vélo sans faire des grosses intensités. Donc j'étais déjà dans une chose un peu logique, mais il y avait plein de choses que j'avais à apprendre encore. Les transitions, j'en avais jamais fait, je savais pas comment ça se passait. C'était le stress avant le premier triathlon de savoir comment, par où rentrer dans le parc à vélo, par où on sortait. Voilà, la ceinture porte-dossard, tout ça. Non, il y avait beaucoup de tout à apprendre en fait. Et la première année, j'avais zéro notion de nutrition de course en fait. Quand je faisais mes années basket ou même les cross et tout, je mangeais jamais rien pendant le sport. Donc
Voilà, j'ai fait mon premier Ironman de Nice avec 2 barres de céréales et 2 gels dans la poche, quoi. Donc, je sais pas comment je suis arrivé au bout. Et maintenant, quand je vois les stratégies de nutrition qu'on a avec mon coach, je me dis, mais j'étais à des années-lumière de faire les bonnes choses. Donc, non, j'avais vraiment tout à apprendre et j'ai fait la préparation comme ça, avec un plan pas du tout fait pour moi, mais au plaisir. Voilà, j'y allais au plaisir. Et cette année-là, il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, oh, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, ça me fait chier. Maintenant, ça arrive des fois où j'ai pas envie d'y aller, mais voilà, faut y aller et c'est de la discipline. La première année, c'était que du plaisir et je kiffais aller m'entraîner tous les jours. Mais du coup, j'ai quand même une question pour toi. C'est une question piège, hein. Maintenant, si tu devais recommencer, si tu n'avais pas de coach, tu commencerais par quoi ou tu ferais comment pour te mettre dans cette prépa pour Nice? Attention, c'est une question piège. On va voir si tu as bien suivi. Bah, je contacte un coach. Déjà, je contacte un coach. Direct. Ah si, bah c'est... Enfin, je savais pas à l'époque, mais en fait, c'est une préparation pour un sport d'endurance. Il faut que ce soit 100% personnalisé et il faut pas faire les choses un peu à l'aveugle comme ça. Franchement, travailler avec un coach, moi, ça m'a fait prendre ça a augmenté mon niveau de fou. Et puis, Jérémy, c'est un coach qui aime qu'on comprenne pourquoi on s'entraîne dans telle ou telle filière. Et qui est beaucoup basé sur les sciences du sport, mais qui explique beaucoup aussi ça. Et c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi on s'entraîne comme ça. Moi, avant, je comprenais pas quand j'ai commencé, pourquoi sur le plan d'entraînement, il y avait beaucoup de sorties cool. En fait, je me disais, si je vais faire 1 heure de footing en allure cool, à quoi ça sert si je vais faire 3 heures de vélo, moi, j'ai envie de bourriner et j'ai pas envie de... Et en fait, c'est tout le contraire. Ça, je l'ai quand même compris avant de prendre un coach, heureusement, mais là, ça avait plus poussé et du coup, on comprend quand même beaucoup de choses et on se dit, ouais, avant, je faisais n'importe quoi. Bon, c'est un peu là où je voulais t'emmener. J'aurais quand même bien aimé que tu dises, déjà, je commence par acheter le bouquin Devenir triathlète. Je me renseigne un petit peu. Ouais, et aussi, après, je contacte un coach. Mais c'est pas grave, je l'ai placé. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que si je mettais le podcast à ce moment-là, j'aurais appris plein de choses et c'était pas encore trop la mode des podcasts, du coup, à cette année-là, je me mettais même pas j'écoutais rien à l'entraînement, je me mettais même pas de musique, je faisais tout comme ça, juste j'étais comme un gamin content d'aller faire du vélo et d'aller courir et d'aller nager, c'était découverte et pendant plusieurs mois, c'était que du fun. L'innocence du débutant. Ouais, c'est ça, c'est comme un gamin qui commence un nouveau sport, qui découvre, voilà, puis c'est quand même... ça reste quand même collectif dans le sens où j'ai découvert des copains à vélo, des sorties à vélo. C'est quand même beaucoup plus sympa que d'aller rouler tout seul. Pareil pour les footings et tout. Donc voilà, c'était... Ouais. Est-ce que tu te vois progresser aussi pendant cette première année, ces 9 mois de préparation? Est-ce que tu te vois progresser au fur et à mesure? Est-ce que tu sens que les sorties course à pied, même si elles sont à faire cool, tu sens qu'elles passent mieux, ou que sur une même durée, tu fais plus de distance, ou sur une même distance, tu vas plus vite tout en étant cool, en ayant un cardio, en ayant des sensations de cardio plus bas? Est-ce que tu sens justement cette progression au fur et à mesure des mois? Et si c'est le cas, j'imagine que c'est ça aussi qui te motive, qui grise, qui te donne envie de continuer à t'entraîner et d'aller vers ton objectif final. Ouais, évidemment, la première année et la deuxième année, c'est là où proportionnellement tu progresses le plus. Au plus ton niveau il augmente, au moins tu vas voir la progression. Mais c'est vrai que la première année, de semaine en semaine, de mois en mois, je voyais mon niveau, ma condition physique augmenter. Et c'est sûr que c'est grisant et de voir... j'avais pas encore de capteur de puissance à ce moment-là, donc j'avais pas de notion des watts et tout ça, mais au niveau du ressenti, il y avait... Quand une bosse passe mieux... Ah, c'est clair. Et puis j'avais fait quand même un half avant de faire Nice. J'avais fait l'half de Belfort. Et je voyais que, en fait, mon entraînement, il était pas si bête que ça, parce que ça avait payé. En natation, je sors loin. Je sors pas dans les premiers, on va dire. Et à vélo,
quand c'est ton premier triathlon et que tu vois que tu fais que des passées à vélo, tu te dis bon, je suis pas si mal finalement. Et course à pied pareil au final. Donc ouais, l'entraînement, la première année, tu vois la progression super vite. Hein. Tu vois la progression super vite. T'as une idée où tu te souviens à peu près des stats de combien de kilomètres tu faisais, combien d'entraînements par semaine tu faisais, combien d'heures d'entraînement ça représentait au global, hein, entre la natation, le vélo, la course à pied, éventuellement la PPG, la muscu, le renfort, enfin tout ce que tu veux. À ce moment-là, j'avais pas cette notion de régularité. Donc, je sais pas, on va dire en moyenne sur l'année, je faisais peut-être 11 heures ou 12 heures d'entraînement par semaine. Mais j'avais des semaines où je faisais peut-être 7 et la semaine d'après j'en faisais 16, 17, 20 des fois, ouais. C'était pas adapté non plus, mais j'ai eu la chance de pas me blesser et de pas avoir de pépins physiques à ce moment-là parce que quand j'y pense, ouais, c'était pas du tout équilibré mes semaines. C'était des fois des semaines à 7, la semaine d'après à 18 et j'avais pas de volume. En fait, avec le boulot, j'ai quand même mis une bonne année avant de trouver mon organisation avec le boulot et les entraînements. Et c'était pas toujours évident quand t'as des grosses semaines au boulot d'aller t'entraîner toutes les semaines 15 heures. C'est chaud, donc ouais. Puis j'imagine que en tant qu'infirmier, tu fais pas du 9-17, quoi. C'est parfois en décalé, parfois les jours fériés, parfois la nuit. Ouais, bah c'est ça, c'est décalé, mais ça peut être fatigant. Mais au final, ça me libère du temps d'entraînement, donc c'est pas plus mal. Soit je travaille tôt le matin jusqu'au début d'après-midi, ou je fais 13h, 21h. Et j'ai de la chance d'être dans un service où on a une équipe de nuit fixe, donc je fais pas de nuit en ce moment. Donc ça, parce que les nuits, ça te fracasse. Hein. Aller t'entraîner un lendemain de nuit. Tu vas pas être productif, tu vas être fatigué, tu vas être frustré de pas avoir fait les bonnes allures. Donc ouais, non, j'ai la chance de faire des horaires postés, donc ça fait des grosses journées en période d'entraînement spécifique, mais voilà, c'est de l'organisation, c'est aussi la compréhension de l'entourage. J'essaye de caler ça quand mon entourage est absent, mais non, c'est toute une organisation. Bon, en même temps... Là, cette année, on l'a dit rapidement, mais Nice 2023 au championnat du monde, tu gagnes en groupe d'âge, 30-34. Ça doit être quand même plus facile pour l'entourage de comprendre déjà le pourquoi de tes entraînements et puis t'accorder un petit peu de temps aussi, non ? Ah oui, c'est sûr. Hein. Bah, ma future femme me l'a déjà dit. Hein. Si tu t'entraînais autant toutes les semaines pour aller faire 150e... Bah, je sais pas si je te laisserais t'entraîner autant. Et oui, ça aide parce que voilà, ils sont quand même fiers de ce que je peux leur apporter comme émotion aussi. À Nice, là, au championnat du monde, ils étaient tous là. Ils m'ont fait passer une journée de dingue et eux, ils ont passé une journée de dingue aussi parce que voilà, ils sont dans l'ambiance déjà de la course, dans cette atmosphère qu'il y a sur les Ironman. En plus, sur les championnats du monde, c'était dingue. Et puis il y avait toute cette année de galère juste un an avant avec la blessure et voilà le fait de revenir et de revenir à mon meilleur niveau et encore plus haut et de voilà gagner en amateur en groupe d'âge à Nice, c'était dingue, c'était vraiment dingue et de partager ça avec eux sur place, c'était fou. C'était incroyable. Donc ça concrétise quelques années d'entraînement, quelques sacrifices, quelques douleurs suite à la blessure. Oui. Ça ouvre aussi le champ du possible vers d'autres choses, non ? Bah ouais. Après, voilà, j'ai commencé, c'était le défi, le challenge de faire un Ironman. J'ai poussé un peu plus, c'était le challenge de faire des podiums, le challenge de gagner quelques courses, le challenge de se qualifier au championnat du monde. Faire les championnats du monde, je pensais pas du tout... faire premier en groupe d'âge, bah voilà, le premier en groupe d'âge. Et bah la suite, c'est... Sur le coup, je me suis enflammé, je me suis dit, oh bah allez, on va tenter une année chez les pros et tout. Mais le niveau, il est tellement bien au-dessus. Du coup, je me fais encore une année là en amateur et puis j'ai quand même envie de boucler la boucle en allant à Hawaï en octobre. Donc là, avec la victoire à Nice, j'ai le slot pour Hawaï en octobre. Donc en amateur et je fais d'autres belles courses cette année, mais la suite, oui, si à Hawaï ça se passe bien, que ça se concrétise et
la suite logique, c'est de passer à un cran supérieur et d'aller voir ce qui se passe du côté en prenant une licence pro, juste pour le kiff de se dire ouais, j'étais sur la même ligne de départ que les grands champions et j'étais juste sur la ligne de départ et après je leur ai dit au revoir et voilà. Ouais, c'est à mon humble niveau, hein. J'y vais pas en me disant ouais, je vais gagner des courses ou je vais faire des podiums sur Ironman en pro, mais c'est la suite logique pour dans le cheminement de la progression et voilà, dans l'expérience, je me dis ça peut être un truc de dingue et de toute façon si après je reste en amateur, bah il y a un moment où je vais stagner et je vais moins me challenger. Ouais, puis quand tu commences à tout gagner, c'est moins drôle. Ouais, je gagne pas tout, hein, mais mais ça fait toujours plaisir de gagner, je pense, hein. Si tu gagnes tout, ça fait toujours plaisir. Mais oui, la suite, c'est se challenger encore plus et comme je dis, je suis quand même compétitif, donc voilà, je vais prendre des tôles, on va dire, chez les pros, mais au moins ça me formera encore un peu plus et pour l'expérience, ça va être incroyable. On verra, voilà, si tout se passe bien cette année. Je fais aussi l'Embrunman cette année qui est quand même une course un peu un cran au-dessus qu'un Ironman en amateur. Je pense que c'est un peu un bon tremplin entre voir le niveau chez les amateurs et les pros. Parce qu'il y a quand même pas mal de pros qui font l'Embrunman. On verra cette année qui s'aligne. Mais du coup, ouais, ça peut être une bonne course pour voir un peu où j'en suis. Si je suis un peu au niveau requis pour passer chez les pros l'année prochaine. Ouais, et puis Embrun, ça te laissera des souvenirs de la Haute-Savoie, tu vois, ça monte un peu, ça descend un peu, l'atmosphère est un peu humide, parfois il fait chaud, tout ça. C'est ça. Ouais, puis c'est une course qui peut me convenir parce que j'ai un profil plutôt grimpeur que sur le plat, donc ça peut être sympa à faire, on verra ce que ça donne. En tout cas, je m'entraînerai pour ça avant Hawaï et après mettra des choses en place plus spécifiques pour Hawaï. Là, donc en 2024, tu as gagné les championnats du monde dans le groupe d'âge, dans ton groupe d'âge 30-34 l'année dernière. Par rapport à 2019, quand tu commençais, tu chopais un plan sur Internet, tu faisais tout et n'importe quoi, tu avais des semaines qui étaient le double de la semaine d'avant. Bref, là en 2024, t'en es où dans ton entraînement? Tu nous as parlé de Jérémy, ton entraîneur. Balance le nom, hein, parce que Jérémy, ça aidera pas nos auditeurs et nos auditrices. T'en es où en termes d'apprentissage, en termes de qualité d'entraînement, en termes de prise en charge, en termes de répartition de l'entraînement, enfin voilà, tous ces sujets-là auxquels tu pourrais penser. Du coup, ouais, mon coach c'est Jérémy Staffent de Tri 360, qui coach aussi Franck Guillon qui est chez les pros. Donc ça fait 1 an qu'on bosse ensemble et puis bah voilà, l'alchimie s'est bien faite et on a vu les résultats de 2023. Et donc la suite logique, on continue ensemble, ce qui est logique. Et du coup là, les objectifs sont quand même pas tout proches. Donc j'ai fait une grosse coupure, déjà mentale et voilà pour réparer aussi physiquement, récupérer. J'ai fait une grosse coupure de octobre à novembre, début octobre à fin novembre. J'ai repris doucement en décembre. Et là, depuis janvier, on essaye d'être consistant et de être hyper régulier. Donc j'ai des semaines autour des 16 heures d'entraînement par semaine et être le plus possible régulier. Donc d'être à 15 ou 17 heures maxi, 18 heures parfois, mais quand j'ai un peu plus de temps. Donc être le plus régulier possible. On a fait un petit cycle de vitesse, VMA, tout ça cet hiver. Jérém, il aime bien travailler comme ça, plutôt travailler la vitesse l'hiver. Et quand les beaux jours arrivent, surtout dans le nord, l'hiver on fait que du tapis ou du home trainer parce que le problème c'est que l'hiver dans le nord c'est compliqué. De septembre à juillet. Et donc, ouais, presque. Non là, franchement, on a l'impression que ça fait 6 mois que c'est l'hiver, mais non là quand les beaux jours arrivent, on est dans cette logique là de plutôt caler les longues sorties à vélo quand les beaux jours arrivent. Je sais qu'il y en a qui font l'inverse. L'hiver plutôt du long et quand les compétitions arrivent, ils font plus de la vitesse. Nous, c'est du coup vitesse l'hiver. On augmente petit à petit la charge tout en étant régulier. Et quand les compétitions approchent, ça va être plus des tempos spécifiques avec aussi les stratégies de nutrition qu'on travaille à l'entraînement déjà.
Je sais pas, on commence peut-être... là, si je sais qu'en ce moment, je peux absorber que 80 grammes de glucides par heure, l'objectif, ça va être d'être à 120 grammes pour la course en juin. On va augmenter toutes les semaines 90, 100, 110. Il y a tout ce côté-là aussi que comme je disais, je connaissais pas en commençant le triathlon. Et oui, Jérém, il manie bien la baguette pour m'emmener là où je dois être le plus performant le jour J, sans trop en faire les mois d'avant, parce que le but, c'est de pas être le plus en forme là dans un mois. Ce sera être en condition pour augmenter la charge juste avant les grosses courses en Brun, Hawaï. Et c'est là où il va falloir charbonner l'entraînement. Donc ça fait des grosses semaines quand même. Enfin, pour certains, ça paraît pas beaucoup, 16 heures. Je suis conscient de ça. Mais 16 heures d'entraînement effectif. Quand tu vas à la piscine, il y a peut-être 5, 10, 15 minutes pour y aller. Le temps dans les vestiaires, le temps pour revenir, le temps pour se changer. Le vélo, peut-être que tu le sors de ton garage, mais voilà, il faut aussi compter le temps pour se préparer, le temps pour préparer les affaires. Et puis, tu l'as dit, il y a aussi les à côté. Travailler sur la stratégie alimentaire, nutritionnelle, ça te demande de tester, donc ça te demande de préparer ta bouffe avant de partir, de pas faire de conneries pendant l'entraînement, et puis de remanger après pour la récupération. Donc tout ça, mine de rien, ça prend du temps et ça prend de la charge mentale. Ah, c'est clair. Après, en parlant de charge mentale, le fait de prendre un coach, ça t'enlève quand même une grosse partie de la charge mentale. Ça te décharge pas mal. Parce que j'ai essayé du coup en 2021, 2022, de m'entraîner tout seul. Je lisais des bouquins et tout et je programmais moi-même mon entraînement, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Donc ça rien que d'avoir un coach pour ça, c'est génial. Mais ouais, c'est sûr que la stratégie alimentaire, c'est hyper important. Même je connaissais pas non plus cette fenêtre métabolique où on a une demi-heure à peu près pour manger après l'entraînement et recharger niveau glucides, protéines, tout ça. En fait, ça aide vachement à enchaîner les entraînements sans trop s'épuiser et arriver cramé en fin de semaine et réenchaîner sur une nouvelle semaine. Donc, on apprend toujours plein de choses et ce qui est trop cool aussi avec Jérémy et avec Tri360, c'est qu'ils font quand même donc beaucoup de partage de connaissances et ils ont beaucoup de masterclass. Ils essayent quand même de faire des masterclass aux licenciés du club et aux athlètes coachés par Jérémy pour plein de sujets différents, la nutrition, l'aéro, plein de choses. Et en fait, on apprend continuellement de ce sport et c'est ça qui est génial aussi. Toi, justement, aujourd'hui, tu dirais que tes possibilités de progression, elles se situent où ? Dans la vitesse, dans plus d'endurance, dans une stratégie nutritionnelle, une stratégie autre sur l'hygiène de vie au quotidien, le sommeil, la recherche de partenaires, ce qui te déchargerait aussi un peu de charge mentale. Enfin, ils sont où sont tes gains marginaux maintenant ? On a parlé de nutrition de course. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la nutrition dans la vie de tous les jours. J'intégrais ça dans l'hygiène de vie, quoi. L'hygiène de vie... Niveau sommeil, ça va. Après, c'est sûr, quand il faut se lever à 5 heures pour aller bosser le matin, c'est compliqué l'après-midi d'enchaîner. Mais niveau sommeil, on va dire que ça va. Je suis pas trop mal. Par contre, c'est niveau alimentation de la vie de tous les jours. Je me prive pas, donc c'est manger pour recharger les batteries. Et j'ai pas de régime spécifique. Je me fais plaisir. Après, dans le Nord, tu sais bien qu'il y a beaucoup de bonnes bières, donc là aussi, je me fais plaisir là-dessus. C'est la récup. C'est la récup, ouais, mais bon, des bières à 10 degrés, c'est pas très récup quand même. Non, après, je me fais plaisir à l'année. Après, je suis quand même raisonnable sur quand les courses arrivent, j'essaye non plus de pas trop picoler et surtout les 2 semaines avant la course, j'arrête l'alcool pour être sérieux quand même et pas ruiner tout le travail qui a été fait en amont.
Tu sais, j'ai une anecdote là-dessus. Je faisais aussi souvent ça quand j'avais des grosses échéances. J'arrêtais l'alcool. Alors voilà, on n'est pas. Quand on dit on arrête l'alcool, c'est pas qu'on est des alcooliques, c'est juste une petite bière dans la semaine, un petit verre de pinard le week-end ou deux, un pote qui vient, la famille qui vient. Voilà, t'en bois un peu plus. Donc moi, je faisais j'avais pris le pari d'arrêter l'alcool 15 jours, 3 semaines avant les grosses échéances. Bah finalement, je me suis rendu compte assez vite que ça avait un impact sur ma consommation de glucides. C'est-à-dire que quand tu arrêtes l'alcool, alors que tu t'es entraîné toute l'année comme ça, avec ta stratégie nutritionnelle et puis une petite bière, un petit verre de pinot de temps en temps, bah finalement, l'alcool est un gros apporteur aussi de glucides. Et donc, c'est à prendre en compte finalement dans ta stratégie nutritionnelle pendant la compétition parce que ça change tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis je pense pour certains, ça peut être vu comme beaucoup plus frustrant que bénéfique de se priver. Et il y a quand même ce côté convivial, social qu'il faut garder quand on se met des grosses charges d'entraînement. Si en plus à côté on doit se priver de petits plaisirs comme ça, à quoi bon en fait au final c'est plus une passion, ça devient ça devient moins bénéfique je trouve. Après voilà, faut quand même rester raisonnable et pas trop non plus boire de bière, même si c'est une bonne boisson. Pas plus d'un pack de 6 par jour. Voilà. Non, après dans la progression, j'ai beaucoup de travail en natation à faire encore. Hein. De toute façon, comme beaucoup de triathlètes, je pense, qui ont démarré tard le triathlon. Ce qui est bien, c'est que dans les 3 sports, en fait, j'ai encore des marges de progression plus ou moins grandes et c'est ce qui me motive et c'est ce qui me pousse à voir toujours plus loin, toujours plus ambitieux. Je sais qu'à vélo, je suis capable d'être beaucoup plus aéro, d'envoyer plus de watts encore. À pied, j'ai encore jamais fait vraiment un marathon dans mes allures sur Ironman et je sais que je suis largement capable de faire mieux en course. Après, il y a toujours les notions de chaleur à gérer, voir comment t'as fait ta stratégie de nutrition avant sur le vélo, si tout s'est bien passé, l'hydratation pendant la course. Il y a plein de facteurs sur un Ironman, ce qui fait la beauté de ce sport. Hein. C'est très rare que toutes les planètes s'alignent et qu'il y ait une course parfaite sur Ironman, donc en tout cas sur full distance. Donc on verra si un jour je fais un Ironman parfait. Ça peut faire un beau résultat. On verra ce que ça donne. Peut-être cette année. Hein. On verra. Un autre beau résultat, évidemment. Oui, c'est vrai que c'était déjà fou. Mais j'ai l'habitude de terminer le podcast en revenant sur le nom de ce podcast qui s'appelle Devenir triathlète. Et à ton avis, Pierre, toi qui es presque un bébé triathlète, un néo-triathlète, ça fait que 5 ans finalement, comment est-ce que, à ton avis, on peut devenir triathlète ? Comment on peut devenir triathlète en ayant beaucoup d'argent et de temps à dépenser. Non. Moi, mes conseils, ce serait de croire en ses rêves. En tout cas, se fixer des objectifs. Il n'y a jamais d'objectif trop fou, trop ambitieux. Se fixer des objectifs et en fait travailler, tout mettre en place, être discipliné. Être motivé, c'est facile, mais c'est pas tous les jours. La motivation, ça va, ça vient. C'est juste être discipliné et il y a des fois où il va falloir peut-être aller se forcer, aller courir sous la pluie, mais on revient toujours content de sa séance et on est toujours content de l'avoir faite. Et être régulier, discipliné et le plus consistant possible. Et logiquement, c'est une bonne recette pour remplir les objectifs qu'on se fixe. Ouais, c'est un bon début déjà, et puis après on prend un coach et on continue l'entraînement. Le mieux, et ce que je conseille à tout le monde, c'est de prendre un coach. Après, au niveau de la faisabilité, ça coûte quand même de l'argent, et on sait que le triathlon, c'est un sport qui est quand même très onéreux. Donc, après, je conseille plus d'investir dans un coach que dans des bottes de compression ou des trucs comme ça. Et même pour un élément indispensable dans le triathlon qui est le vélo, j'ai envie de te dire, au lieu de prendre un vélo à 10 000, tu prends un vélo à 9 000 et puis les 1000 qui restent, tu les mets de côté pour te prendre un coach, quoi. C'est clair. Complètement d'accord avec ça. Bon, j'ai peut-être pris un exemple. Après, en général, si tu as assez de sous pour t'acheter un vélo à 10 000, tu peux payer un coach à côté quand même. Ouais.
Ouais, mais tu peux faire un prêt pour t'acheter un vélo, ce que tu peux pas forcément faire pour te prendre un coach. Ah, Mais bon, c'est vrai. Non, mais voilà, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, il faut savoir faire des choix. Et le premier des choix, peut-être, plutôt que d'aller chercher un gain marginal qui fera pas gagner grand-chose, ce serait plutôt d'aller chercher un coach. Parce que là, tu l'as dit, hein, c'était un peu le fil conducteur de tout cet épisode. Dès que tu es accompagné, que ce soit, là, on parle de coach pour l'entraînement, mais on pourrait parler de préparation physique, de préparation mentale, de préparation nutritionnelle ou autre. Dès que tu as quelqu'un qui t'accompagne et que c'est son domaine de compétence, ça te permet de passer des paliers et d'avoir une progression exponentielle. C'est clair, complètement d'accord avec ça. Ouais. C'est une expertise qui t'apporte plein de choses, ça te aussi décharge du temps dans ta planification et puis même si tu as des questions, tu as la personne qu'il faut pour y répondre. Eh ben écoute, Pierre, je pense qu'on a fait un bon tour là pour parler de toi, de ton expérience. On te souhaite une bonne continuation pour cette année 2024 et puis pour aller prendre le soleil à Hawaï dans quelques mois. Pour terminer, où est-ce qu'on te suit, t'encourage, te retrouve, te donne rendez-vous pour aller faire un peu de sport avec toi? Parce qu'on l'aura bien compris, tu es quand même un homme de sport collectif et pas de sport individuel. Ouais, merci beaucoup déjà à toi de m'avoir accueilli sur le podcast, c'était très sympa. Et on peut me suivre sur les réseaux, du coup, Instagram surtout, Pierre-Tiermans. Je vous épelle pas le nom, vous le verrez dans la description du podcast. Je mettrai tout ça dans le nom de l'épisode de toute façon. Et sur Facebook aussi, Pierre Tiermans Triathlon, essentiellement là-dessus. Je suis sur LinkedIn aussi, mais je maîtrise pas encore trop ce côté-là. Bon, ça marche. Merci beaucoup, Pierre. Strava aussi, peut-être, je pense. Et Strava, oui, Strava. Je mets tout sur Strava, je ne cache rien. Voilà, vous pourrez voir mon petit cœur battre sur les sorties Strava. Bon, merci beaucoup, Pierre. Bonne continuation encore une fois. Et puis, à très bientôt, peut-être sur une course. Yes, avec plaisir. Merci à toi. À plus, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.